Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Julie Mamoumani, plus connue sous le nom de Mamouze sur Instagram. Elle qui nous fait rire jour après jour avec ses bonnes trouvailles des internets, a publié récemment PTDR pour une thérapie du rire aux éditions Jouvence. Productrice de télévision, de films corporate et de podcasts dans la vraie vie. Je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire. Mamouze prouve qu'on peut rire de tout et je crois que ça va d'ailleurs être le socle de cet épisode, même si on parle d'échecs. Hello Julie. Bonjour, merci de m'inviter. Alors aujourd'hui, je vous précise, il fait extrêmement chaud. C'est probablement l'un des 3 jours de cet été où il a fait beau. J'adore cet été. Bon, en plus on est au mois de septembre, mais oui, en effet. Moi, je m'accroche, mais coûte que coûte, à ma bouée gonflable parce que je veux pas juste me mettre face à la réalité. Donc, ce que vous entendez en fond sonore, c'est pas une mauvaise qualité de micro. Je tiens à mon professionnalisme. C'est un ventilateur. Voilà. C'est important de le préciser. Aujourd'hui, avec toi, on va raconter, ta carrière de journaliste à la télé, qui t'a permis, bon gré mal gré, de faire un pivot chouette dans ta vie. En fait, c'était mon rêve enfant d'être journaliste. C'est marrant parce que je ne sais pas à quoi je faisais référence, certainement un peu au pull mohair de Anne Sinclair, ouais. À la prestance de Christine O'Krent. Oui, je suis vieille, je suis désolée. Mais en tout cas, bien sûr, Kessel, Joseph Kessel que j'adorais. Pour moi, c'était vraiment le summum du journalisme. Le lion, voilà, les mains du miracle, le tour des malheurs. Voilà, je sais pas, il y avait quelque chose qui me faisait rêver. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans, j'ai fait un DESS, un master 2 de journalisme à l'Institut français de presse. J'étais hyper fière de rentrer au Parisien, puis au L. Attends, c'est vachement bien. Ouais, puis tu vois, c'était les univers. Quand c'est ton rêve d'entrer là-dedans, c'est voilà, c'est fou parce que c'est des noms qui te précèdent, un peu qui sont plus grands que j'étais émerveillée, voilà, j'étais très très contente. J'ai mis très longtemps à dire d'ailleurs je suis journaliste, je sais pas, j'avais peur d'avoir un titre trop gros pour j'avais pas encore fait mes preuves. Et puis très vite, j'ai fait des très beaux papiers par exemple pour le L, les dernières pages, les fameuses dernières pages, les portraits et voilà, je me suis régalée, mais finalement je suis assez énergique et puis j'adore le collectif et dans les rédactions, finalement, on est assez seul parce qu'on, à part quand on fait une interview, ensuite on rentre chez soi ou à la rédaction et puis on écrit tout seul. C'est vraiment chacun sa merde. C'est très bizarre parce que objectivement, moi qui adore bosser en équipe, on a des réunions une fois par semaine. Alors ça, c'est chouette, c'est grisant. Les fameuses confs de rédac. Les confs de rédac. Et puis après, c'est que le sort vous soit favorable et chacun rentre dans sa petite case et va écrire son petit truc de son côté, quoi. Exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevée en communauté. J'ai été scout, voilà, j'adore le collectif et j'ai compris qu'à la télé, il fallait un cadreur, un ingénieur du son, enfin quand il y avait des sous au début. Ouais. Et donc j'ai glissé dans les rédactions audiovisuelles et là je me suis éclatée, j'ai eu une chance folle. Vraiment j'ai traversé les plus belles rédacs dans les plus belles boîtes avec Jean-Luc Delarue, Christophe de Chavannes, Bernard de la Villardière, enquête exclusive. Génial. C'est moi qui l'ai fait marcher Bernard. Mais waouh. Et j'ai passé ma vie avec lui autour du monde. Mais alors question Julie, comment tu passes il y a Tara qui fait la petite folle. Je crois qu'elle essaye de se faire un chouïa remarqué de long. Je crois qu'à chaque épisode maintenant, ça va être... C'est plus silencieux les chats. Hein. Oh là là. Comment est-ce qu'on passe d'un papier dans le L, on dit un papier, un article, à une rédaction à la télévision, voire carrément à l'écran? Comment est-ce qu'on fait? En fait, alors c'est beaucoup de boulot. C'est ça que je raconte à mes élèves parce que je suis aussi directrice d'un MBA de production de contenu. Et c'est vrai que comme ça a l'air d'être des métiers à paillettes, ça a l'air assez rigolo. On se tutoie, tu vois, nous-mêmes on ne se connaît pas, on se tutoie, donc on pense que ça va être cool et tout. Il faut vachement bosser. Alors et puis il faut accepter qu'il y a plein d'étapes. Donc je suis pas du tout passée de un article à par exemple un reportage. Non. D'abord tu fais ça aurait été très chouette. Mais il y a eu 45 étapes entre les deux. D'abord faire du casting, par exemple. Tu vois, les fameux castings. Je me souviens, chez Delarue, on était une usine, si tu veux, à trouver ces fameux témoignages incroyables. Et
Il n'y avait pas à l'époque Internet. Oui, je suis. Oui, donc t'es vraiment inspecteur. Au téléphone, tu cherches. Je me souviens, il fallait chercher, je sais pas, par exemple, des hommes jaloux. Alors j'appelais les garagistes du Sud. Enfin, tu vois, pas vrai. Non, mais vraiment, c'était ou des assos, tu sais, des mecs jaloux.com. Non, il y avait pas encore Internet, merde. Tu sais, t'as des assos. Enfin bon, tu cherchais. En fait, il fallait faire vraiment jouer ton cerveau malgré tout. Et puis t'étais épaté ou aussi, par exemple, une fois, il fallait que je trouve des gens qui avaient des noms un peu difficiles. Donc, dans les annuaires, tu vois, bonjour madame salope. Non. Et puis, comment tu l'amènes à ça? Et est-ce que vous voulez venir sur le plateau de la télé pour parler de la difficulté d'avoir un nom un peu compliqué? Donc, tu vois, donc t'as le casting, ensuite t'as l'enquête, beaucoup d'enquêtes. Tu deviens enquêtrice d'abord avant de faire un reportage. Et puis après, on voit que t'as bien fait ton enquête. Donc, on te dit, mets-le en image. Alors, réfléchis au scénario. Parce que pareil, c'est pas pareil un article que mettre en image c'est intéressant. Une interview, parce qu'il faut quand même qu'il se passe quelque chose, une fameuse séquence. Donc après, tu as le droit peut-être d'aller faire tourner ta séquence au sein d'un sujet pour un journaliste. Enfin, tu vois, c'est plein de... C'est un peu les castors juniors, tu vois. Mais tu profites à fond de chaque nouvelle position en te disant, alors celle-là, vraiment... Je l'ai mérité. J'étais à fond. Je sais pas comment dire. Je suis toujours à fond, mais je me souviens, j'ai commencé avec Daniela Lombroso pour LCI et pareil, c'était le rêve. C'était une émission culturelle et Daniela recevait 3 invités par jour. Donc autant dire qu'elle pouvait pas être au four et au moulin, c'est-à-dire au théâtre, lire un livre et au cinéma. Donc voilà. Spoiler alerte, des gens l'aident à préparer et je me dis mais quelle chance, tu vois, de lire. Alors j'étais hyper sérieuse, tu vois, je prenais mon bouquin et puis alors je pouvais pas louper une page, donc je dormais pas carrément. Ah ouais. Je voulais surtout pas me louper, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais ça fait du bien de le rappeler. Oui, parce que parfois on oublie. Vois parce que moi je me dis monsieur génial, elle écrivait dans le L et tout d'un coup elle se retrouve sur un plateau, mais du coup concrètement quoi, t'as envie d'avoir le L, tu fais d'abord stagiaire, puis après tu vas chercher les infos, puis après, et puis le jour où t'as le droit de signer, bien sûr c'est une immense fierté, mais on t'a refusé 47 idées. Ouais. Complètement. C'est un vrai métier où tu te fais beaucoup refuser de très bonnes idées parfois. Ah non, mais tu te fais... C'est très dur. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien raconter parce que évidemment, il faut se bagarrer et savoir pitcher en 1 minute un truc hyper sexy et y croire à fond parce que t'as les 30 autres journalistes qui sont prêts à à dire mais non, mais pourquoi bof, alors que toi t'y crois à fond. Enfin, mais tout ça... m'a aidé pour l'après. Waouh. Je suis contente de t'avoir reçu. On sent l'analyse journalistique. Donc, tu gravis les échelons étape après étape, marche après marche, et tu te retrouves à la télévision, comme on dit. À la télévision et vraiment pour des aventures extraordinaires. Je me souviens encore un de mes premiers reportages où je dois partir à San Francisco et je me suis dit, je suis avec une caméra à San Francisco génial. Et ça, je mesure ma chance extraordinaire, bon, avec une pression d'enfer parce qu'il faut ramener à 15 minutes qui tiennent la route. Tu es toute seule? Non, toujours avec à l'époque un caméraman et un ingénieur du son. Donc aussi c'est ça que j'étais tellement heureuse d'avoir eux parce que c'est ce que j'allais dire. Je me suis beaucoup reposée ou en tout cas j'ai beaucoup échangé avec le caméraman et l'ingé son parce qu'ils ont ils ont un œil, évidemment, ils ont l'expérience puisqu'ils partent eux aussi tout le temps avec des journalistes, donc ils te disent attention, laisse parler l'autre, mets-toi sur cet angle-là. Si tu fais des illustres, ça veut dire des images, on pourra raconter cette histoire en off. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et parfois, quand moi-même j'avais du mal à aller vers une situation, c'est eux ensemble qui pouvaient prendre, que je pouvais mandater en disant essayez de choper ce sonore-là, et ils le font. Donc c'est vraiment ils sont partie prenante en fait, ils sont réalisateurs avec nous quoi. Tu continues d'apprendre, c'est génial ça. Ça c'est voilà pourquoi j'adore ce métier, tu mets le doigt dessus. C'est que j'ai une curiosité inassouvable et du coup c'est ça qui est top, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Alors c'est aussi propre à la télé et aux rédactions comme 66 minutes ou combien ça coûte pour lesquelles j'ai travaillé, puisque tu peux faire Venise vend ses biens immobiliers, tout comme La Folie Hello Kitty, tout comme tu vois à un moment la mode des casques audio. Tu vois, et donc tu dois aller enquêter sur tous ces sujets de street art. Enfin bon, c'est hyper large. Ça peut être aussi des sujets beaucoup moins marrants pour Bernard de la Villardière.
clair, mais en tout cas, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire d'enquêter et d'aller chercher des choses intéressantes à mettre en lumière. Okay. Donc oui, tu as tout à fait raison. J'adore mon métier pour ça. Je me dis que ça c'est la plus grande des chances. Et je me rappelle de mon grand-père. À un moment, j'ai animé une émission de beauté et je me faisais masser à l'antenne. Et il me disait, mais Julie, mais t'es payée pour faire ça? Voilà, tu vois. Donc oui, attends, oui, papy. Boulot, oui, papy. Et avoir de la répartie alors que t'es en petite culotte en papier, t'imagines? Oh la vache. Moi, je crois que ça me rendrait tellement molle que je serais là, pardon, on parlait de quoi déjà? Oh punaise, je suis à l'antenne, bon. À quel moment est-ce que ça commence à un peu moins bien se passer? Alors vraiment, ça a été le top dans ma carrière il y a assez longtemps, et ce que je veux dire dans mon métier, ce que je fabriquais, quand je dis le top, c'est ça que je voulais dire, c'est ma passion était vraiment t'es là tout le temps au quotidien. Et puis tout d'un coup, c'est surtout ton statut. C'est un statut très précaire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que j'ai rarement été en CDI. Il y a Christophe de Chavannes qui a été extrêmement élégant, et quand je lui ai appris que j'étais enceinte, il m'a donné un CDI, et ça, il y a pas beaucoup de gens qui le font dans nos métiers, donc je veux dire que je suis éternellement reconnaissante. Bon, et puis pour une raison, après je suis partie travailler avec Bernard Lavillardière, donc j'ai cassé mon CDI, et puis après chez M6, j'étais donc, ça s'appelle comme ça, c'est des statuts de CDDU, contrat à durée déterminée d'usage, et donc en gros t'es lié à la durée d'une émission. Donc, t'as intérêt à ce qu'elle fonctionne, cette voilà. Ouais. Et alors évidemment, avant c'était de septembre à juin, et puis après c'était de septembre à décembre, et puis après, en effet, jusqu'à ce qu'elle marche. Bon, enquête exclusive est toujours à l'antenne, donc c'était pas ça le souci, mais c'est aussi un prétexte pour te dégager gentiment au bout d'un moment, parce que évidemment tu peux pas en faire à foison, comme on le sait, au bout de 2 CDDU, ou de CDD, on doit te donner un CDI. Et longtemps, les chaînes de télévision ont joué avec les contrats, et à un moment, elles se sont fait taper sur les doigts, et elles n'ont pas pu tous nous intégrer. On était toute une rédaction chez ces prods sous ces contrats-là, et donc, il a fallu dégager certaines personnes. Et c'est pas par rapport au travail, puisque parfois je travaille encore pour M6, donc c'est ça qui est drôle, c'est que c'est une question de statut, mais cette précarité quand t'es mère de famille et que t'arrives à 40 ans et que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir un boulot, puisque puis ça rend dingue de se dire écoute que la pente est pas dans la bonne direction. Enfin, justement, que t'es en pleine pente, t'es en train de rouler vers quelque chose, alors que tu viens du L. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, t'as une bonne formation. En fait, c'est t'as raison de dire ça. C'est-à-dire que enfin, je savais faire une séquence. Je savais raconter une histoire, je savais me servir d'archives, etc. T'as un savoir, un véritable savoir. C'est vrai. T'as mis du temps. C'est juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est pas des métiers, tu vois, tu le sais pas à 20 ans. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Il faut apprendre. C'est vrai que tu ne sais pas, t'as pas les réflexes, mais c'est normal, et heureusement. Et c'est ça qui est chouette, et j'adore leur fraîcheur, et j'adore leurs idées neuves, et il faut travailler main dans la main. Mais en revanche, c'est sûr qu'on a une expérience, ça c'est évident. Bien sûr. Alors après, j'ai fait 3 ans chez C8, et là mon contrat c'était carrément à l'émission. Et donc c'était pour faire des prime time d'archives, c'était vraiment génial, j'adorais ce que je faisais, mais si tu veux, donc l'audimat, il faut savoir que à 9h02, t'as les résultats de ton émission de la veille, et si tu fais un bon score, l'émission est reconduite, et sinon l'émission s'arrête. Et moi, je commençais vraiment à avoir la boule au ventre, parce que je me dis, mais voilà, si ça marche pas, et puis surtout évidemment, s'ils n'en programment pas en mars et en avril, j'aurai pas de salaire en mars et en avril. Eh ben oui. Donc tout ça devenait vraiment très chaud. Et puis un truc un peu pervers à ça, alors j'imagine que c'est pas vraiment l'idée principale, mais tu sais, ça te tient un peu à te sentir obligé à bosser plus que de raison. T'as pas droit au moindre coup de mou, alors qu'évidemment t'es humaine, et comme tout le monde, c'est normal. En CDI, on sait qu'il y a des moments où on a un reportage qui est un peu moins bon. J'ai reçu il y a pas longtemps Étienne Carbonnier, son épisode sortira d'ici quelques temps. J'adore. Moi aussi, je l'adore, et lui, il remet en jeu tous les soirs son titre un peu de champion. Ouais, c'est vrai que les gens ne savent pas ça, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison de dire ça. Franchement, je crois que j'ai jamais été malade. Ou en tout cas, je suis allée au boulet. Non. Et c'est vrai, t'as tout à fait raison de dire ça. C'est-à-dire que tu dois être toujours au top, parce que moi, de toute façon, que ce soit un sujet diffusé, une émission, dès le lendemain, t'es décortiqué, tout le monde l'a vu, tu t'es trompé, t'as pas fait ci, t'as un mauvais sous-titre, blablabla. C'est vrai, tu passes le bac à chaque fois. C'est très juste de dire ça. Et en plus, par exemple, pour mon dernier boulot qui m'a fait switcher, c'est que comme tu bosses à fond,
Donc, t'as pas le temps d'aller faire quelque chose d'autre ou d'aller déjeuner pour faire tu vois, des du washi-washa. Non, t'es à fond. Mais ouais. Alors, heureusement, au bout d'un moment, comme les rédactions s'essaiment un peu partout, t'as pas mal de copains qui peuvent te réembaucher, mais quand même, c'était de plus en plus difficile. Voilà. C'est de plus en plus difficile. Et finalement, c'est comme si on m'avait donné un énorme coup de pied au cul parce que j'aurais été en CDI, chez M6, certainement que j'y serais encore. Alors que là, j'ai été un peu dévastée parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis journaliste. Est-ce que j'ai d'autres cordes à mon arc? Et au fond, je me souviens, ça s'est fait assez progressivement parce que j'imaginais pas un instant que j'allais monter ma boîte. Ah ouais, c'est génial ça. Pas un instant, journaliste, c'est pas entrepreneur. Non, et justement, c'est contradictoire. Assez. Moi, j'ai perdu ma carte de prêt. Je peux te dire que je faisais pas la finaude quand j'ai dû mettre mon statut d'auto-entrepreneuse. Hein. Tout à fait. En revanche, justement, tout ça, toutes les bagarres dont j'ai parlé en conférence de rédac, l'expérience de savoir raconter des histoires, les tordre par tous les moyens, parce que parfois ça marche mal, et donc tu dois tordre les histoires, etc. La force du pitch, ouais, de ouf. L'énergie, savoir finalement, j'étais presque entrepreneuse de mon petit sujet. Donc, mais il faut le digérer tout ça, parce que t'es dégoûté de plus faire partie d'une rédaction. Comment ça se passe? On te dit, Julie, on t'adore, parce que on t'adore forcément. Je veux dire, ça, je ne reviens pas en question. Je remets pas en question ça. Mais je savais qu'il y avait. Termine, on peut pas le. Ouais, c'est toi ça. Qui décide de partir. Non. Il y avait plus d'émissions. C'est donc M6, ça se termine un peu en autre boudin pour les raisons de statut. Donc ça, c'est vraiment l'enfer. Et là, c'est vraiment très triste. Et donc je prends déjà. C'est frustrant, c'est extrêmement frustrant. C'est hyper triste. Enfin, c'est vraiment un moment affreux parce que tu dis mais j'ai pas mérité ça. En effet, il y avait pas de problème. En plus, tu pars et les gens te disent on t'adore. T'as qu'à aller faire des sujets dans les boîtes de prod extérieures. Oh, la vache. Tu vois la difficulté de la situation. Mais bon, tu comprends qu'en fait, malgré tout, c'est comme ça. Il y a moins d'argent, faut faire ses fameuses économies. Et après, chez C8, ils ont été super, mais c'est pareil, je te dis, l'émission, il y a plus d'émissions reconduites, on change de programme. Tu vois, il y a beaucoup moins de régularité aujourd'hui dans les programmes. On le voit sur C8, je sais pas, t'as pas d'émissions récurrentes, à part une. Et donc, je sentais bien. Et puis surtout, je savais même plus où j'allais aller bosser, puisque j'avais fait des belles émissions et que je voyais plus ma place finalement à la télé, à part d'être rédac chef d'une belle émission, mais elles étaient déjà prises ces places-là, donc on est très peu. Ça doit avoir un côté aussi vraiment terrifiant. Tu le dis justement, tu bosses énormément, tu sors jamais la tête de l'eau, toujours la tête dans le guidon. Oui. Tout d'un coup, tu dois relever la tête, te rendre compte que le monde autour de toi a changé. Exactement. Et t'as pas pris un instant juste pour te dire tiens, de quoi est-ce que j'ai envie, quelle pourrait être la prochaine étape? C'est flippant quoi. Hyper juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est des métiers où, si tu veux, moi j'ai eu mes enfants en même temps, franchement ils ont été super mignons parce que ils ont passé souvent des nuits en salle de montage avec moi. Oh c'est mignon. Ouais, tu vas en faire 2 journalistes. Il y en a un qui est bien parti pour. Ouais. Et l'autre, par contre, lui, c'est la sécurité. Il vient de réussir Central Paris, tu vois. Donc, ok, pas mal. Il s'est dit, moi, je suis pas une saltimbanque. Il le dit souvent, comme ma mère, ce qui est assez sympa. Mais c'est pas nul. Central Paris, c'est pas nul. C'est correct. Il avait pas du tout envie. Mais c'est vrai que c'est des métiers, encore une fois. Enfin, je sais pas, c'est génial et à la fois, mais c'est tellement prenant parce que évidemment que tu passes ta vie, évidemment que tu passes tes week-ends, évidemment que si le tournage il est, je sais pas, oui, en effet, à 4h du mat, puisque tu vas suivre un giste, c'est même pas une question, c'est évidemment que tu y vas. Et puis après, en ayant des enfants d'ailleurs. Oui, des enfants. Je racontais ça parfois aux copains, un mec qui comprenait pas. Je lui dis, tu vois, cette nuit, par exemple, j'ai mes 2 fils qui ont vomi, tu vois, j'ai pas beaucoup dormi pour aller en tournage à 7h du mat, et puis qu'est-ce que tu fais d'eux? Puis à Rungis avec les odeurs dans l'enfer, quoi. Non, mais après, c'est plein de vie et il y a un côté très fantasque, et puis tu fais jamais la même chose, donc voilà, ouais. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. J'avais pas eu le temps de réfléchir, et puis surtout c'est pas des âges où tu réfléchis, je trouve. Oui. Et puis finalement c'est presque un peu cette génération d'aujourd'hui, mais moi c'était un métier. Moi je suis encore de cette génération, c'était un métier, tu y vas, et puis je pensais pas qu'un jour le métier de journaliste audiovisuel aurait, tu vois, des difficultés. C'était voilà, j'étais sur des rails, voilà. Donc t'as tout à fait raison de dire que je me suis retrouvée je crois à 40 ans, et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et tu l'as très bien dit aussi, le monde du contenu des médias a changé. Apparition de Combini, de Brut, c'est des mecs qui ont fait de la pub. Combini, c'est des pubeux qui créent, tu vois, alors que c'est aujourd'hui un média. Donc tout d'un coup, je vois que ça devient poreux, que les podcasts commencent à naître, qu'on peut avoir un autre ton,
que les gens sont friands de ça, en ont marre, la défiance des médias traditionnels. Donc, j'ai quand même une intuition qu'il faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Et je fais un petit tour chez BETC, qui est une grosse agence de pub, parce qu'ils cherchent des creative producers. Alors, je sais pas ce que ça voulait dire très bien, eux-mêmes non plus. Mais je suis créative, je suis productrice. Alors, écoutez, je me suis dit que... Parce qu'en fait, il faut dire ça, c'est-à-dire qu'à la fin, finalement, de ma carrière télé, j'étais devenue rédac chef puis productrice. Okay. Puisque il y a un moment, c'est le moyen de monter, t'as la tête du truc, t'as des copains, t'as une équipe de journalistes que tu manages, mais avec qui tu travailles, mais donc ça y est, je commençais à comprendre ce que c'était un budget, comment on assemblait une émission en entière, je commençais à avoir ces notions-là. Donc on comprenait que je pouvais devenir productrice et donc je suis allée chez BETC, puis j'ai bien vu qu'ils cherchaient aussi, tu sais, à renouveler le storytelling. Comment tu fais une pub, je sais pas si on le voit, c'est-à-dire une pub qui ressemble plus à une pub. Et voilà, du Intermarché par exemple, où maintenant il y a plein d'émotions et t'as une caméra qui bouge, tu vois. Donc tout d'un coup le contenu, on y est encore vraiment de voir comment on raconte des histoires différemment sur des supports différents. Et je me suis dit, tiens, c'est facile d'analyser maintenant, mais tout ça, je le pédalais. Évidemment. Et puis il y a un peu l'énergie du désespoir. Merde, il y a un moment, il faut que tu paies ton loyer, que tu donnes à manger à tes enfants. Exactement. Oui. Donc chez BETC, on me demandait, toi qui connais des caméramans qui sont capables de tout faire, t'as pas des caméramans qui sont capables de faire de la pub justement et qui bougent et qui racontent des vrais, tu sais, avec des vrais gens et tout ça. Je dis, évidemment. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y a un Éric Dumont qui est aujourd'hui un super chef-op avec qui j'avais commencé sur Enquête exclusive et qui aujourd'hui fait les plus belles pubs, le cinéma. Il vient de faire le NTM qui est à Cannes. Ah ouais, et tu vois, et moi je disais ça comme ça parce que Éric pour moi c'était celui qui avait fait les plus belles images sur Enquête exclusive, tu vois. Mais et donc j'ai vu quand je leur ai dit Éric Dumont, ils m'ont dit quoi? Tu connais Éric Dumont? Je dis ouais, je tourne tout le temps avec lui. Et tu vois, on est à la cantine, on prend nos plateaux à côté. Voilà, c'est ça. Et donc, si tu veux, c'est ça qui est assez marrant, c'est que, tu vois, c'était des petits signes. Parce que je sais pas ce que j'allais en faire, c'est juste que dans ma tête, je me suis dit, tiens, mon intuition est pas mauvaise. En tout cas, je suis sur un bon chemin. Et puis, j'ai animé des podcasts corporate. Trop bien. En quelle année, ça? Je suis un peu nulle en date, de 2016-17, tu vois, au tout début, quoi. C'était chez Moustique. Pour le coup. Oui, en fait, c'est ça qui m'a un peu sauvée, je dirais. C'est que tout d'un coup, puis alors tu sais, t'as dû vivre un peu la même chose, c'est que podcast, on était très peu au tout début. Alors dès que quelqu'un parlait de podcast, c'est tiens Julie. Génial. Donc c'était assez génial. J'ai monté la radio de Ground Control. Oh, c'est cool. Et là, mais tout ça c'était en fait, je retrouvais de l'artisanal, tu vois, c'est ce que j'avais connu au début de mon métier, comme sur les chaînes du câble, tu vois, comme LCI à l'époque ou la chaîne Santé Vie avec qui j'avais commencé et qui était sur Europe 1, donc où justement t'étais un petit peu un couteau suisse et ça j'adore ça. Donc là c'est une copine qui était venue me chercher en me disant tu veux pas monter la radio de Ground Control pour faire des podcasts, des émissions de radio en live? Évidemment. Le rêve, tu vois. Et je me suis dit ça y est, là où finalement la télé c'était des sujets un peu éculés ou attendus ou pré-mâchés ou en tout cas sur M6 tu vois tu pouvais pas non plus être trop original. Là c'était l'inverse, ils demandaient un peu tu vois un ton marrant. D'être libre et curieux, c'était la radio libre, comme dirait ma maman. Et voilà, c'était ça, de retrouver un peu du ton d'Actuel, de Nova et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, c'était marrant parce que ça m'a refilé la pêche. Je savais pas très bien ce que j'allais en faire là aussi, puisque c'était pas un métier, mais c'était en tout cas une. Il y avait pas encore beaucoup d'argent. Oui, aussi. Ça c'est sûr. Et puis tout d'un coup, là aussi, il y a des marques qui ont commencé à dire on aimerait bien faire des podcasts, voilà. Et il faut bien une structure pour facturer. Alors tout d'un coup, j'ai monté ma boîte. Mais je dois dire que Mamouze Prod. Oui, c'est ça qui est drôle. Ça s'appelle Mamouze Prod, ouais. C'est génial. Et voilà, et c'est vrai que c'est très marrant parce que j'aurais jamais imaginé être chef d'entreprise. Tu vois, journaliste, chef d'entreprise, voilà, je sais pas, c'était pas quelque chose qui me paraissait évident, alors que j'avais un père de chef d'entreprise qui dit il y a qu'une voie, la voie de la liberté, c'est l'entrepreneuriat. J'adore parce que ça laisse de la place à la nuance, c'est chouette. C'est ça, le mamou n'est pas très nuancé. C'est que mon père me disait, je lui avais dit, tu sais papa, je pense que je voudrais peut-être faire une école de com. Moi petite, je voulais m'offrir une piscine, c'était à peu près ma vision de l'ambition, tu vois.
Et il m'avait dit, il y a une école, Pauline, c'est HEC. Bien sûr, facile. Mais papa, j'ai 11,5. Il y a marqué moyen sur tous mes dossiers. Donc voilà, vraiment, amis de la nuance, nous vous saluons aujourd'hui. Ça vous est dédié. Merci, cet papa. épisode. Qu'est-ce que ça te fait quand tu dis je suis chef d'entreprise? Est-ce que, avec le recul, tu en es fier? Ou alors est-ce que tu as cette sorte d'ambivalence? Parce que quand on est journaliste, il y a presque un peu un rejet de cette partie un peu commerciale. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, mais je dois dire que je dis jamais, à part ce que je viens de te dire, je le dis jamais à personne. En fait, je suis productrice, tu vois, j'ai une boîte de prod. T'as pas marqué CEO sur ta carte. Tu vois, non, j'arrive même pas. Attends, je me trompe toujours, tu vois, CIO, enfin bon, j'arrive même pas, tu vois. Donc non, en fait, je m'en fiche. C'est une façon de pouvoir travailler. Tu vois, c'est plutôt là aussi, c'est plutôt un statut. En revanche, ce que j'adore dans l'idée d'avoir sa boîte, c'est sa liberté, c'est se faire confiance. T'es ton moteur, donc t'as intérêt à avoir tu vois la meilleure des essences ou la meilleure de l'électricité, parce que c'est toi qui crée ton travail, c'est toi qui prends ton bâton de pèlerin. Mais ça, tu le connaissais déjà lorsque tu devais défendre ton poste jour après jour à 9h02. Et voilà, c'est pas si loin, exactement. Et c'est ça que j'aurais jamais imaginé. Au fond, c'est ce que je te dis, c'est que tout ce que j'ai appris pendant les 20 ans à la télé, c'est ce que j'applique aujourd'hui, sauf que je suis ma boss. C'est génial. Donc c'est voilà, génial. donc je suis hyper heureuse. Donc c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'amis parce que je crois que ça fait peur, parce qu'en France on glorifie quand même beaucoup le CDI pour avoir un crédit, enfin tous ces trucs là. Malgré la Startup Nation d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est pas encore dans les faits, c'est pas encore c'est pas facile pour tout le monde. Mais j'aimerais qu'on donne des cours d'entrepreneuriat à l'école, tu vois. C'est pas rapport à Startup Nation de Macron, c'est juste de donner la possibilité, parce que ça fait peur, alors qu'au fond, encore une fois, ce n'est qu'un statut, tu vois, ça serait CDD, CDDU, bon tu vois, entrepreneur, et parce que ça donnerait aussi une possibilité de créer ton boulot, de te rendre libre, et du coup de te rendre heureux, si ça fonctionne, bien entendu, si t'es bien aiguillé, si c'est ce que t'aimes faire. Et puis quoi qu'il arrive, je crois qu'il faut aussi désacraliser ce truc de la vocation. Tu vois, par exemple, moi, en lâchant mon CDI, j'étais tout à fait consciente que potentiellement 3 ans après, je me retrouve à nouveau dans une rédaction. Mais puis j'ai vraiment galéré. Il faut dire ce qu'il faut. Pendant 1 an et demi, j'ai vraiment galéré après ça. Sauf que j'ai appris mais fois 1000 et tellement plus vite que j'aurais jamais appris dans n'importe quelle rédaction, tu vois. Ah, c'est des accélérateurs de carrière, c'est sûr, et de vie, c'est vrai, c'est extraordinaire. Et donc même si, justement, ta première boîte se plante et que tu te dis en fait, mais t'apprends tellement sur toi. Oui, c'est ça. En fait, de toute façon, voilà, si tu peux, ça sert à rien d'avoir peur, mais parfois quand t'es en poste, t'as peur aussi. Puis alors t'as peur de partir, et puis tu te fais chier. Donc c'est comme un couple où t'es pas très heureux. Alors qu'au fond, là, t'as cette liberté qui est extraordinaire. Je dis pas qu'il y a pas des contraintes, hein. Tu bosses tout le temps. Oui, là, c'est difficile. T'as d'autres contraintes, mais en tout cas, tu sais pourquoi tu bosses. Ouais. Et ça, c'est assez exceptionnel, quoi. Est-ce que tu te souviens de comment tu te sentais quand tu t'es dit c'est plus viable cette position que j'ai, parce que je pense qu'il faut un peu faire son deuil d'une carrière qu'on a adorée. Ah non, mais franchement, ça a été en fait ça a été hyper triste. C'est presque en 2 temps, c'est-à-dire la fin d'M6 où là j'étais en larmes, je savais plus quoi faire, et puis je passais plein d'entretiens, c'est ça aussi d'entretiens, mais qu'est-ce qui se passait? Bien sûr qu'il y a du boulot, bien sûr qu'il y a encore la télé, hein, donc bien sûr qu'il y a du boulot, mais j'étais quand même assez vieille, j'avais quand même eu un certain salaire, donc j'allais pas rebaisser. Puis tout d'un coup, donc je passe des entretiens. Tous mes copains me disaient pas de problème, viens, passe un entretien. Je me souviens pour une émission sur la Tour Eiffel. Et puis je sais pas, c'était un salaire junior. Moi je peux pas. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça aussi. T'as un âge, t'as des enfants. Voilà. Et donc du coup, alors qu'il m'avait dit oui, le rédac chef qui était un copain que j'aimais beaucoup. Oui, t'es vraiment super, Julie. Ouais, moi j'adore. Bien sûr, t'adores faire ça. C'est bon. Puis après il me dit alors en fait je t'ai pas parlé du salaire. Et puis après, alors ça c'était pompon. Puis bien sûr il faut que tu tournes et que tu montes. J'étais là. Là, tu vois. Donc premier. Ouais. Ensuite deuxième entretien, c'était pour l'émission Before, ou le Before, enfin qui était à l'époque sur Canal vachement bien. Que des émissions cool. Mais pareil, je me souviens plus. Mais je crois qu'il y avait aussi un problème de salaire, ou en tout cas. Pareil, un contrat un peu
foireux quoi. Et là c'est là où tu sais tu te dis bon là franchement c'est dur parce que je me dis je vais plus retrouver de boulot, tu vois. Et tout d'un coup tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où C8 m'a embauché et je savais pas trop si j'allais y aller parce que c'était pour faire du divertissement. Et au fond, comme à chaque fois où j'ai hésité, c'était des super expériences. Et là où je suis devenue productrice. C'est drôle, ça. Oui, à chaque fois où j'ai cru, à chaque fois où c'est marrant, hein. Ouais. Bah ouais, parce que tu sais, souvent il y a les tripes qui te disent n'y va pas, t'y vas quand même et tu dis bon. Non, parce que t'apprends, parce que forcément ça va t'apprendre quelque chose. Moi, je crois beaucoup à ça et j'adore d'ailleurs quand tu présentes ton podcast en disant l'art de l'échec et l'art d'échouer. Et en fait, je trouve ça super parce qu'en fait, c'est vraiment un art. C'est vraiment un art parce que c'est un vrai moment d'apprentissage parce que finalement c'est souvent tu dis oui parce que t'as raison, moi j'adore l'intuition mais parfois t'as pas le choix. Donc je me souviens chez Delarue, j'y suis allée pour faire du témoignage et j'avais pas du tout envie d'aller faire ce genre de choses et au fond mais ça m'a appris énormément de parler avec des anonymes toute la journée, de discuter avec eux, de comprendre pourquoi eux aussi ils avaient envie parce que finalement on les force jamais ces gens à venir à la télé et on leur faisait du bien. Tu vois, et puis ça m'a appris à faire des interviews, de pas avoir peur d'aller faire des interviews, d'aller poser des questions fortes. Tu vois, alors que vraiment j'avais hésité parce que voilà, c'était pas mon truc. Moi j'étais plutôt journaliste, je sais pas, là pour moi du casting, c'est pas tout à fait pareil. Et pareil sur C8, c'était des émissions d'archives sur les moments phares de la télé ou les moments forts ou bon c'était pas forcément l'actu et en fait j'ai vachement appris parce que il fallait travailler avec ces fameuses archives, donc comprendre combien ça coûtait, puis raconter des histoires, tisser des histoires entre les interviews, les archives, et puis tout d'un coup je me suis éclatée en montage parce que faire rebondir des images avec des gens qui racontent des histoires en fait à chaque fois je sais pas, c'est vrai, c'est je pense aussi que comme c'est l'idée où c'est une idée où t'es pas à fond, tu dis pas c'est l'émission du siècle ou du coup tu t'attends peut-être à rien ou en tout cas pas à grand chose et tu lâches prise un peu sur ton ego et en fait c'est là où je travaille encore avec les deux personnes qui m'ont embauché, tu vois, alors que en fait c'est aussi ça, c'est les rencontres. Et finalement c'était des gens formidables que j'adore et qui m'ont aidé d'ailleurs après, tu vois, c'est marrant. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais dans ce que tu dis sur le fait d'avoir monté ta boîte, et là on dérive un peu du sujet, mais quand même c'est intéressant. Moi, c'est l'une des choses que je préfère vraiment dans le fait d'être indépendante, c'est de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille. Et pour moi, ça c'est un luxe. Je m'entoure de gens intelligent mais gentil, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Non, mais moi j'adore toute mon équipe. C'est vrai que c'est aussi des gens que j'ai rencontrés à la télé. Et voilà, j'adore Alex, Agi. Enfin, je peux tous les citer. Voilà, Karim, Pierre, Eric. Ouais, non, vraiment, c'est sûr que bien sûr aussi, c'est évidemment ça. Et moi, c'est ça. Et je me réjouis d'aller en tournage avec eux. Je me réjouis de leur envoyer les sons, voilà, et tout ça, et de discuter avec eux. Et aussi, finalement, ils sont s'ils sont pas entrepreneurs ou intermittents, en tout cas c'est des gens qui ont la liberté puisque eux-mêmes chaque jour ils travaillent avec quelqu'un d'autre, donc ils peuvent très bien dire non si tu les gonfles. Oui, donc t'as intérêt à être sympa toi aussi. Je repense à ce moment que je trouve intéressant où tu as fait un pivot. Qu'est-ce qui t'a j'imagine que tu as dû un peu digérer déjà cette nouvelle. Qu'est-ce qui t'a fait pivoter? Quelles ont été les phrases peut-être de ton entourage ou tes réflexions? Je me souviens d'un malaise, d'un mal-être et de grands vertiges, de fossés, me dire mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais remonter sur mes pattes. Alors bon, comme je suis assez active, donc j'ai fait ce chemin chez BETC. Après je me suis dit il faut que je pérennise qui je suis et peut-être transmettre. Donc j'ai commencé à donner des cours. En fait, je me suis dit bon, voilà, des racines et des ailes. Il faut sens la productrice. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est vraiment juste, quoi. C'est-à-dire, il faut à la fois que je pérennise qui je suis, puisque la télé tout s'efface et ça va hyper vite, et donc j'adorais l'idée de poser d'une certaine manière quelque chose. Donc j'ai donné des cours, et puis j'avais donc cette fameuse intuition de faire du contenu tout support, voilà. Et donc qu'est-ce qui m'a, je te dis, j'ai pédalé. En fait,
finalement, tu sais, je suis allée à pas mal de conférences. Je suis allée faire des trucs tu sais, par exemple, Band of Sisters de femmes où tu discutes sur l'entrepreneuriat. En fait, j'ai fait des trucs que j'avais jamais fait de ma vie, puisque t'as pas le temps de faire des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Et donc de rencontrer des gens, de discuter. Et je me souviens, mais c'était vraiment c'est drôle ce que tu dis. Voilà, si c'est des phrases, moi c'est toujours le pratique dont j'ai besoin, le pratique et le pragmatisme. Et il y a une fille qui m'a dit, par exemple, tu sais, tu commences jamais à bosser si t'as pas 50% ou 30% de ton devis sur ton compte en banque. Elle me dit, tu poses le stylo. C'est marrant d'être comme ça. Ça marque. Oui, voilà. Ça, c'était Florence. Une autre qui dit, tu sais, parce que parfois c'est difficile de se faire payer, donc elle me dit, bon, tu sais ce que tu fais. Avec le doigt levé comme ça. Tu te crées une comptabilité @mamousprod.gmail. Donc même si t'es toute seule, parce que bien sûr je suis toute seule, hein, maintenant ça y est, j'ai commencé à me déployer. Attends, mais c'est du génie. Ouais, c'est du génie, tu vois. Et ça c'est con, mais ça t'aide vachement, parce qu'en fait, je vais me créer un Gmail agent de Pauline Crissoni. Il y a une idée, hein. Et en fait, finalement, partager avec les femmes entrepreneuses, parce que tu vois, pareil, moi, j'aurais jamais pensé faire des trucs comme ça, de genre et tout, mais finalement, c'est super, parce que, en fait, c'est un peu comme quand tu divorces, t'es un peu mal, t'es bancal, et c'est super d'avoir des gens qui sont passés par là, qui te donnent des conseils. T'échanges les enfants le lundi matin, c'est moins glauque le dimanche soir. Bah, tu vois, c'est des trucs qui me restent encore. Et bah, c'est pareil pour le boulot, de dire, voilà comment faire, et bah ça te donne des super tips, tu vois. Carrément. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Seul aussi. Mais finalement, j'ai mis presque 6 mois à créer ma boîte. Ça a mis du temps, puis tu sais pas quelle forme, comment, tout ça, il faut aussi le comprendre. Mais une fois que c'était fait, très vite, j'ai essayé de pas m'occuper du truc administratif, mais plutôt de fabriquer et voilà. Et ça j'adore faire ça. Donc je jonglais avec l'administration, t'as pas le choix, mais c'était plutôt bon. Après, parfois tu dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont me rappeler? Comment ça va marcher? Tu sais pas. Tu vois, puis les podcasts, comme ton père a dû dire la même chose, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la radio, c'est bon. Voilà, les gens ils croient pas forcément aussi, tu sais, les gens ont peur pour toi. Faut évangéliser, et encore aujourd'hui, il faut évangéliser à propos du podcast. Moi, à chaque fois que tu sais, chez le médecin, on te dit qu'est-ce que tu fais, podcast, ouais, tu vois. ouais. Donc je crée des contenus audio, je suis journaliste audio, enfin tu vois, je transforme le truc et on me fait, ah oui, donc vous êtes blogueuse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois, il y a un moment, faut lâcher sur certains trucs. Une question que j'aime bien poser à la fin, qu'est-ce que tu veux te dire à toi qui viens de prendre la décision de faire ce pivot et de suivre la voie de ton papa entrepreneur, la seule voie possible, on a bien compris. De la liberté, c'est ça que j'aime chez lui, parce que c'est pas, tu vois, il est très soutenant par ailleurs, hein, mais c'est la voie de la liberté, et ça, ça, il a raison. Oui, c'est pas non plus l'injonction totale, c'est pas l'idée. Je vais te dire, je vais lui dire à Julie que je la trouve très courageuse et très solide de faire ça, et que je la félicite. Tu te fais un petit bisou sur l'épaule? Non, mais parce que tu vois, j'aurais pas dit ça avant, mais en fait ça m'a renforcé ma confiance en moi de monter ma boîte, parce que justement tes débriefs, tu les fais qu'avec toi-même. Ouais. Et les solutions aussi. Voilà, les solutions, surtout quand t'es productrice, t'es chercher des solutions aux problèmes, etc. Et voilà, d'être encore là finalement au bout de la 3e petite année, mais que voilà, le chiffre d'affaires monte à chaque fois, et d'avoir des beaux projets, et d'être hyper heureuse en se réveillant. C'est super contente, quoi. Bon, bah, tu dis à Julie que tout ira bien pour elle. Merci beaucoup, c'était très chouette. Ça donne envie de bosser beaucoup, hein, mais de se réinventer, d'aller faire ses envies aussi beaucoup, et puis de se dire que dans une vie, on peut avoir plein de vies, quoi. J'ai pas raconté, mais peut-être je sais pas si ça t'intéresse, mais que mon Instagram, Mamouze, c'est aussi un échec. Quoi? Bah attends, quoi? Alors ça, on n'en a pas parlé en micro. Ok, ça m'intéresse parce que moi, je le vois comme une réussite, donc comme quoi, tu vois. Non, c'est ça qui est assez génial, c'est que parmi mes aternoiements, justement, à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire après la télé, je me suis dit, il faut que je passe dans le digital. Alors, j'ai vu une annonce sur être rédactrice en chef pour Instagram.
Et donc, rédactrice en chef d'Instagram. Oui, alors j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait, mais en tout cas c'est ce qu'il cherchait. Donc j'ai passé des entretiens. En fait, il voulait mettre en avant des artistes, je sais pas, faire des blogs, disons, de certains Instagrammeurs. Ok. Donc j'ai passé des entretiens, j'ai écrit en anglais, en français pour avoir mon boulot. Ouais, et j'imagine que le process en plus Instagram, il est un peu. J'ai 40 entretiens et tout ça. T'as fait des tests sanguins ou pas? Presque. Et bien sûr, je me suis dit, je vais chiader ma page Insta, ma page Mamouze. Évidemment. Et donc, comme voilà, journaliste et que j'ai toujours l'œil assez qui frise et qui adore la connerie, hein, j'ai la connerie en moi. Et du coup, je me suis dit, bah je vais faire ça parce que comme ça, c'est quand même journaliste, mais c'est quand même marrant. Et ça correspond bien à Insta. Bon, bah j'ai pas eu le boulot. Mais j'ai eu 95 000 followers. Tu te rends compte? Mais en très peu de temps, en plus, c'est ça le truc fou. Tu sais, quand on dit c'est impossible maintenant de se démarquer, mais si, comme quoi c'est encore possible. Et toi, c'est arrivé, je crois, au moment du confinement, ça a explosé comme ça. Oui, parce que finalement, ça faisait quelques années que je faisais le pitre, ou en tout cas que j'avais cette sélection de titres détournés, de synthés de BFM qui ont vraiment des doubles sens. Et puis en fait, je faisais marrer mes copains, quoi, mes copains et les copains des copains. Et jusqu'au 16 mars, il y avait 5000 personnes qui s'amusaient qui se mamousaient beaucoup, visiblement. et puis quand ça part en nom commun, ça commence à être un peu cool. Et puis en effet, voilà, le 17 mars, je pense qu'on était tous sidérés et qu'il y avait que le rire qui nous pouvait nous alléger nos angoisses. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu faisais le BFM du rire. Oui, bah voilà, c'est ça. J'aime bien l'idée parce que comme je suis journaliste, je pense qu'elle n'est pas au live parce que les lives durant le confinement. Oh, c'est l'enfer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc voilà, tu vois, les échecs, c'est ça qui est assez drôle parce que j'étais dégoûtée de pas avoir le boulot. Bah bien sûr. Et maintenant, j'ai envie de dire à Insta, t'as vu. Ah ouais, mais carrément. C'est génial. Ok, bah écoute, ça donne envie de faire plein de trucs. Et je crois que c'est très chouette. La leçon pour ça aussi, c'est évidemment parler d'échecs, mais aussi de s'inspirer du parcours des autres pour faire, quoi. J'ai l'impression que c'est ça le mot d'ordre, en fait. Faut tenter des trucs. C'est hyper inspirant. Et pour avoir écouté beaucoup de la leçon, j'ai trouvé ça génial dans des milieux que tu ne connais pas. Et en effet, t'as tout à fait raison. Il n'y a pas de formule magique. Évidemment qu'on se plante, c'est sûr. On se plante tous. Et par contre, faut pas avoir peur. Et il faut tenter. Et si on tente pas, on pourra pas savoir. Et donc, voilà. Finalement, c'est vrai que voilà, on n'apprend pas toujours ça en France et à l'école. Mais je pense que, tu vois, voilà, t'y vas, puis tu te relèves, quoi. Puis t'es encore plus fort. Et puis tu crées un compte Instagram. Merde. Merde. Ça serait cool si c'était si facile. Merci beaucoup, Mamouze. Merci beaucoup. Comme ça. Merci, Julie. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné la patate, que ça vous a donné aussi de l'espoir et du courage en se disant qu'on peut toujours recommencer, changer de voie, se tromper et réussir une reconversion professionnelle. Ça fait du bien, je trouve, à entendre. N'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.